dans la liste d'attente. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire pour mieux comprendre en fait les enjeux de la logistique des légumineuses à graines dans les Hauts-de-France. Avant de lancer le webinaire, je voudrais quand même vous inviter à bien vouloir fermer vos micros et aussi vos caméras pour ceux qui le peuvent. Alors, pour ce qui est des questions, vous pourriez les poser dans le chat et au fil de l'eau, suivant la présentation, et ils seront repris et répondus. Je tiens à préciser quand même que ce webinaire sera enregistré et donc il pourra être consulté ultérieurement. Euh, Moi, c'est Trévis Sadoro, donc je suis chargé de mission auprès de service innovation, recherche et développement à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. J'interviens au niveau des filières protéines végétales et l'agriculture de précision et du numérique. Et je serai accompagné par Manon Jipoulou, chef de projet chez Agrotransfert, au niveau des filières protéines végétales. Je te laisse peut-être dire un petit bonjour, Manon. Et de Bonjour à toutes et Justine. à tous. Donc oui, Manon Gipoulou, je travaille chez Agrotransfert et donc Agrotransfert qui est partenaire du projet Philoleg. Et donc c'est moi qui suis en charge de ce projet pour Agrotransfert. Voilà. Et de Justine Lamont du CERESCO qui va nous présenter leur étude, qui se présentera et prendra le relais tout à l'heure. Alors, le programme se présente comme suit. Nous allons faire une brève présentation quand même du projet Philoleg. Ensuite, nous allons vous présenter, enfin, il y aura la présentation du coup du CERESCO sur leur étude, un temps d'échange, mais comme je le disais, vous pourriez toujours poser vos questions dans le chat. Après, il y aura un temps d'échange, des témoignages avec M. Michel Delille. Je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint, qui est agriculteur, pas encore. Ok. Il est agriculteur et administrateur à Lyon-Hauts-de-France. J'espère qu'il va nous rejoindre d'ici là. Et Bonjour, la finalisation. je me permets d'intervenir parce que je viens d'avoir Michel Delille au téléphone. Il va bien arriver. Il a juste un peu de retard. D'accord. Merci pour la précision, Fanny. Donc, voilà. Alors, le projet Philoleg, ou dit filière de légumineuses à graines, est un projet qui vise à ce que la région des Hauts-de-France soit une région consommatrice et productrice de légumineuses à graines d'ici 2030. C'est un projet qui a démarré en 2021-2022. Et en 2023, nous avons eu des études technico-économiques, des enquêtes qui ont été réalisées et des webinaires de présentation, ainsi que des ateliers de concertation avec les acteurs de la protéine en région, pour valider en fait les grandes missions autour desquelles le projet doit être structuré. Donc, quatre grandes missions, quatre grands axes structurent le projet. Nous avons structuré et animer un réseau d'acteurs professionnels, centraliser la connaissance, faciliter les transactions et enfin promouvoir les chaînes de valeur locales. Alors, le projet Philoleg est porté par la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France et avec comme partenaire Agrotransfert, Terre Innovia, la coopération agricole, puis en Hauts-de-France, Aprobio, le comité de promotion et Adriano. C'est un projet financé par la région, les fonds CASDAR et l'Agence de l'eau. Différents acteurs contributeurs ont déjà rejoint la dynamique Philoleg qui vise la structuration du coût des filières légumineuses et graines dans les Hauts-de-France. Pour en citer quelques-unes, nous avons Terre Univia, Alimentaire, Bleu Banqueur, Tableau du Doésie, le Cérélia, Graines de Choc, Agrosphère, Unéal et Noria, entre autres, comme je disais. Alors, vous pourriez retrouver l'ensemble de nos actions et nous suivre via les réseaux, notamment LinkedIn, où quand même nous alimentons avec différents contenus. Vous voudrez bien vous abonner afin de nous suivre. Alors, je tiens aussi à remercier le CERESCO pour avoir accepté d'intervenir lors de ce webinaire par la présentation de leur étude. Donc, je pense que je vais laisser la main à Justine pour qu'elle puisse se présenter et poursuivre la présentation du webinaire. Bonjour à tous, je vais prendre la main du coup pour partager mon diapo. Hop. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, merci à Philoleg de nous avoir sollicité pour présenter cette étude. Donc, on a fait une étude en 2021 avec donc, principalement moi et un de mes collègues qui s'appelle Romain Joya, qui n'est pas là aujourd'hui. L'étude à l'époque s'intitule toujours « Freins et leviers logistiques au développement de systèmes de culture diversifiés et riches en légumineuses ». C'était une étude commanditée par le ministère de l'Agriculture que l'on a réalisée en collaboration étroite avec Terre Innovia et Circoe, qui est un bureau d'études en logistique.
Donc, l'ordre du jour que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite introduction. Donc, j'ai pas dit que l'étude, à l'époque, on l'a réalisée à échelle nationale. Donc, je suis pas... Moi-même, j'habite à Toulouse, donc je suis pas du tout spécialiste du cas particulier des Hauts-de-France. Par contre, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'enseignements et de choses que l'on a mises en évidence qui sont valables à échelle nationale. Donc voilà, on va commencer par une petite introduction pour aussi quelques éléments de contexte que vous connaissez mieux que moi, mais pour mettre en évidence les enjeux qui seraient propres aux Hauts-de-France. Ensuite, il y a une première partie, enfin, mon exposé est en 2 parties. La première, c'est sur la chaîne logistique des légumineuses que l'on a été amené à décrire. C'est souvent en miroir par rapport aux cultures les plus dominantes, donc oléagineux et céréales. Ensuite, il y a 2 études de cas, dont une, on l'a présélectionnée avec Manon, qui porte sur les protéagineux, parce qu'il nous semblait que c'était la plus intéressante au regard des inscrits et des cultures des Hauts-de-France. Ensuite, on a une conclusion et on aura le témoignage par la suite de l'agriculteur que vous avez cité. Donc, en introduction, d'abord, l'objectif du webinaire, en complément de ce que Trévis a pu déjà vous dire. Donc, la demande que j'ai reçue de Philoleg, c'était donc de présenter cette étude aux volontaires de la sphère Philoleg. Pourquoi présenter cette étude ? Déjà pour montrer la structuration de la logistique des chaînes de valeur des légumineuses à graines. Donc, vous allez voir ce qu'on entend par le mot logistique. Le but, c'est de décrire tout ce qui se passe à partir de la sortie du champ et de l'arrivée jusqu'à l'arrivée chez le client final. Donc, le mot logistique, voilà, c'est habituellement un mot qu'on emploie plutôt pour la partie transport, mais vous allez voir qu'il y a le tri, le stockage, etc. Et qu'il y a plein d'étapes distinctes qu'on a été amené à décrire. Et voilà, je vais essayer de vous restituer ça. Et par cette description de la logistique des chaînes de valeur, on a mis en évidence un certain nombre d'enjeux auxquels font face chacun des acteurs, et en particulier les OS. Alors, c'est un mot que je vais dire beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce mot. C'est organisme stockeur, donc c'est le mot générique pour décrire les coopératives et les négoces. Désolée pour cette précision si c'était superflu. Et comme l'a dit Trévis, n'hésitez pas à poser des questions, voire à formuler des remarques. Comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste du contexte des Hauts-de-France. Donc, s'il y a notamment des nuances qui méritent d'être portées à ce que je dis, ça m'intéresse. Et donc, n'hésitez pas à les formuler. En termes de règles du jeu, je pense que tu as tout dit, Trévis. Encore en pré-intro, je redis que parce que c'est super important, on va parler de coûts logistiques. Je précise que cette étude a été réalisée sur la base d'entretiens qui datent de 2021. Donc, vous avez tous en tête tout ce qui s'est passé en termes de marchés mondiaux, de l'énergie, des matières premières. Donc, vous imaginez que les coûts, on va parler de coûts de silos, de séchage d'énergie, etc. Tout ça, ça a vraiment franchement évolué depuis 2021, évidemment. Donc voilà, une nuance très importante à apporter dès le début. Vous allez voir, c'est écrit un peu partout sur les diapos. L'étude est en partie obsolète pour certaines petites parties des coûts, du coup, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses qui restent valables et qui méritent d'être discutées, présentées. En intro, pourquoi est-ce que je suis là à vous parler de ce sujet-là ? Donc, je vous ai dit qu'on a fait cette étude. Donc, déjà, Ceresco, c'est un bureau d'études et société de conseil spécialisée en agriculture et alimentation. Donc, on est une vingtaine de consultants basés un peu partout en France. Moi-même, je suis basée à Toulouse, mais le siège est à Lyon. Donc, on n'a pas de collègues dans le Nord, mais on a une collègue quand même qui est basée à Rouen. Et voilà, depuis quelques années, depuis 2021, on a développé une forme d'expertise sur les filières légumineuses en réalisant des études à la fois au niveau national, donc par exemple celle-ci. En ce moment, on est en train de poursuivre, on fait une étude très analogue, mais sur la logistique des grandes cultures bio pour France Agrimaire, donc légumineuses, mais aussi céréales. Et on a réalisé un certain nombre d'études sur les légumineuses à graines à des échelles plus locales, par exemple, voilà un certain nombre d'exemples, donc soit pour des agglos comme Valence ou Montpellier Métropole, mais aussi pour des groupes tels que le vôtre, par exemple pour Phileg. On est en train de faire une cartographie en ce moment de tous les outils logistiques en Occitanie.
Et on avait aussi bossé pour la CAPR, Coalition Autonomie Protéique Régionale, pour réfléchir à justement l'autonomie protéique à l'échelle de la région Centre. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on continue de travailler sur ces sujets-là depuis. Donc c'est pour ça que c'est pas pour rien que voilà, c'est nous que Philoleg a sollicité. Mais il n'empêche que voilà, on n'est pas sachant sur tout. Évidemment, il y a un tas d'autres personnes, et heureusement, qui bossent sur les légumineuses. Donc je réitère ma remarque de tout à l'heure. N'hésitez pas à formuler des remarques, des nuances si vous voyez que ça mérite. Une petite diapo, vous allez peut-être me dire qu'elle est superflue aussi, mais elle est essentielle au démarrage de ce webinaire. Donc ça, c'est le graphique produit par le Secrétariat général à la planification écologique. Donc au niveau national, les légumineuses, depuis des dizaines d'années, c'est quelque chose que l'on souhaite développer. Là, à court terme, on va dire, depuis la stratégie nationale protéines végétales, et ça a été renforcé donc, par ces documents de la planification écologique, l'état d'esprit institutionnel, c'est de doubler les surfaces cultivées en légumineuses à graines ou fourragères entre 2020 et 2030, pour des raisons agronomiques et climatiques. En parallèle de ça, il y a d'autres objectifs qui sont cohérents, diminuer la fertilisation azotée de 30%, azotée de synthèse à horizon 2030, diminuer les importations de correcteurs azotés d'un facteur 2. Donc voilà des objectifs politiques qui brossent le contexte institutionnel en tout cas. Et un rappel de pourquoi on fait tout ça et pourquoi on est tous en train de réfléchir au développement des légumineuses, c'est qu'il y a uniquement deux manières d'apporter de l'azote au système de production: l'intégration des légumineuses dans les rotations ou l'apport d'azote minéral de synthèse. L'azote organique, c'est un vecteur, on va dire, c'est pas un apport d'azote. Donc voilà, c'est un préambule agronomique, mais on le fait maintenant systématiquement parce qu'on se rend compte que c'est important de le dire et que ça permet d'asseoir en fait tout le reste en fait qui découle. C'est vraiment la raison pour laquelle on fait tout ça. Donc j'en viens au contexte Hauts-de-France. Donc j'ai pris la statistique agricole annuelle publiée par le ministère de l'Agriculture tous les ans. Donc si on regarde d'abord à droite, c'est pas très logique l'organisation de ma diapo. Donc c'est les surfaces cultivées en pois protéagineux et en févrole et fèves dans les Hauts-de-France, et l'évolution depuis 2010. Donc, ce que l'on voit, c'est, et ça c'est vraiment généralisable à l'échelle nationale, c'est une baisse forte des surfaces cultivées à la fois en pois et encore plus en févrole, donc vous voyez que le graphe est sans appel, et qui donc a des implications logistiques fortes nécessairement au niveau. Vous imaginez les coopératives qui, à l'échelle de votre région, collectaient, alors tout n'était pas collecté, 90 000 tonnes l'équivalent de 90 000 hectares de protéagineux. D'un coup, on arrive à un peu plus de 20 000 hectares. Évidemment, en termes de besoins en stockage, tri, collecte, ça n'a rien à voir. Donc ça a des implications logistiques fortes, même si voilà, on sait qu'en févrole notamment, tout n'est pas collecté. Donc voilà, contexte de baisse et donc de démassification des flux. Pour ne pas tout de suite mettre le moral dans les chaussettes à tout le monde, à gauche j'ai mis, donc attention, les échelles sont vraiment différentes, les légumes secs et le soja, donc et le lupin aussi, voilà, toutes les autres légumineuses à graines, on va dire. Et là, on voit que la dynamique est vraiment différente. On a une croissance, en particulier jusqu'à 2020-2021, avec un petit tassement mais qui est visible aussi à l'échelle nationale et qui ne s'observe pas pour certaines cultures comme le soja, par exemple. C'est assez intéressant. Alors voilà, vous allez me dire que c'est peut-être anecdotique parce qu'on parle de 500 hectares, mais voilà, ça donne quand même un signal faible d'une dynamique au niveau de ces cultures-là. Et bon, ça, vous le connaissez mieux que moi, il y a une forte variabilité du rendement, mais on voit que les dynamiques sont variables selon les espèces. Et ça aussi, c'est un impact important au niveau de la logistique. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. On voit par exemple que le pois protéagineux, il est sur des rendements plutôt croissants. Il y a eu un petit creux en 2021, mais sinon, le rendement est croissant depuis 2016. Dynamique plutôt positive, alors que sur le pois chiche, c'est plutôt en baisse.
La lentille, vous n'êtes pas non plus un cas particulier. On plafonne à échelle nationale à 1 tonne hectare. Voilà, la lentille, c'est vraiment un cas particulier un peu différent. Et de base, il y avait des rendements moins forts que sur les autres protéagineux. Et autre élément de contexte important aussi que vous connaissez, mais qui mérite d'être rappelé au démarrage de ce webinaire, votre région est spécialisée, entre guillemets, dans les protéagineux comparé à d'autres régions françaises. Vous voyez qu'en poids, la majeure partie des surfaces, c'est vraiment du pois et de la févrole, et vous représentez des volumes et des surfaces non négligeables à échelle nationale qui sont proportionnelles globalement à la part que les Hauts-de-France représentent dans les terres arables françaises. Par contre, on voit que sur toute la partie légumes secs et autres légumineuses à graines, pour l'instant, vous représentez, et c'est lié aux conditions pédoclimatiques, bien sûr, vous représentez une part des surfaces vraiment négligeables. Par exemple, vous voyez, j'ai pas mis les virgules, en soja, c'est vraiment naissant comparé à toute la dynamique du sud-ouest, toute la Bourgogne, par exemple. Donc voilà, à retenir de cette diapo, ces évolutions fortes sur les protéagineux ont des implications logistiques fortes. Et voilà, et la dynamique plutôt positive sur la partie légumineuse à graines autres interroge aussi sur, on est passé de 500 hectares à 2000 hectares. C'est pas, il faut trouver du monde pour collecter ces légumineuses-là. Il faut trouver des outils capables de les trier en cohérence avec les besoins du marché. Donc voilà, tout ça, ça pose des questions qui sont propres à votre... qui se posent à l'échelle nationale et qui méritent d'être creusées. Et j'ai fait juste aussi vite fait quelques petites cartes pour compléter, pour montrer que les zones de culture du pois, c'est surtout le sud de votre région, mais on voit que la dynamique sur les autres légumineuses à graines, c'est plutôt, alors c'est pareil, les échelles sont différentes, mais c'est plutôt dans le nord de votre région. Donc ça interroge du point de vue de l'équipement, en fait, pour trier, pour stocker, etc. Et on n'est pas tout à fait sur les mêmes bassins de production. Alors, j'ai pas mis l'échelle, mais voilà, même s'il y a quelques dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, on s'attend, quand on voit ces cartes-là, je connais pas le contexte, mais on s'attend à avoir un équipement de collecte, tri et stockage probablement distinct, sans parler du fait que pour trier des légumes secs, c'est pas forcément les mêmes outils qu'on utilise que pour trier du pois. Donc voilà, encore une autre raison de s'intéresser au sujet logistique, c'est de se dire que c'est pas forcément, quand on voit l'évolution relative entre croissance pour les légumineuses à graines et baisse pour les protéagineux, et les différents bassins de production, on se demande si ce sont vraiment les OS historiques du pois et de la févrole qui collectent les légumineuses à graines autres dont la collecte est croissante. Voilà pour la rapide introduction. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, avant qu'on rentre dans le dur de la partie logistique? Manon, c'est toi qui vois s'il y a des questions. Il n'y en a pas dans le chat, donc Ok. si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Mais... Bon, il y aura d'autres moments plus tard pour en poser de toute façon. J'en profite, alors je continue. Donc, je commence vraiment la partie présentation de l'étude. L'objectif et le périmètre demandé par le ministère à l'époque. Donc, en termes d'espèces, on était sur les légumineuses à graines, donc, dont vous voyez la liste. Pas oublier le soja, il fait vraiment partie de l'étude. Et il y avait aussi une partie légumineuse fourragère dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais si certains sont intéressés par la luzerne, c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup et on est volontaire pour en discuter à une autre occasion. La chaîne logistique, comme je vous le disais, prise en compte, c'est vraiment du bout de champ, donc à la fosse de réception de l'industriel ou du vraquier. Donc ça comprend les étapes de collecte, travail du grain, stockage et expédition. J'en profite pour faire un aparté aussi. Tout à l'heure, on en discutait avec Manon et Trévis. Notre étude, elle parle c'est une analyse économique, mais qui ne parle pas du tout de ce qui se passe au niveau agriculteur, ou exploitation agricole. C'était hors périmètre de l'étude. Donc, le côté intérêt économique de cultiver du pois par rapport à du blé, c'est un sujet extrêmement important, mais c'était pas l'objet de notre étude en tout cas.
Et donc, les objectifs de l'étude, d'abord, le ministère voulait qu'on fasse un état des lieux des cultures de diversification. Donc là, c'était légumineuses et autres cultures de diversification par bassin géoéconomique. Donc, ça pour dire qu'on a fait un focus sur les Hauts-de-France qui date de 2021, du coup, qui a probablement bougé depuis. Et ensuite, voilà, ils voulaient qu'on documente, en gros, les chaînes logistiques légumineuses pour constituer un socle de connaissances sur le sujet, parce qu'il y avait très peu de bibliographie à l'époque et voilà, c'était des filières assez peu documentées comparées aux cultures dominantes. Et la demande portait aussi sur le fait de faire un état des lieux chiffré des coûts logistiques pour se rendre compte en fait des coûts logistiques de ces cultures-là, encore une fois, par rapport aux cultures dominantes. Est-ce qu'on est sur un facteur 2 ou un facteur 10 par rapport au tri, au stockage, à la collecte des céréales? On ne savait pas au départ, avant de démarrer cette étude. Voilà pour la partie objectif et périmètre. Donc, comment est-ce que c'est structuré? D'abord, on a une partie transversale qui décrit chacune des étapes ici de la chaîne logistique. Et après, on a fait des études de cas et on vous présentera les protéagineux. Donc, d'abord, pour la partie chaîne logistique, donc j'ai 6 diapos. La première, c'est une diapo sur les spécificités des légumineuses et qui ont un impact sur la logistique. Donc, d'abord, ce sont des cultures, si on regarde la partie agronomie, des cultures à faible rendement par rapport à leurs concurrentes, qui ont des implications directes, notamment la moindre saturation des silos et le taux de remplissage des bennes et des camions qui est inférieur pour un hectare donné, en fait. En parallèle, on a une pression insecte au champ qui est prégnante. Donc, un élément important, c'est de se dire que pour les organismes stockeurs, les insectes qui sont à gérer au niveau silo par les OS, pour les légumineuses, ils viennent du champ, alors que pour les cultures dominantes, souvent, ils sont inféodés au stockage. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte parce que ça suppose une désinsectisation, enfin ça suppose ou ça appelle à une gestion des insectes en entrée des silos finalement, avant qu'ils soient forcément travaillés au niveau de la structure silo. Et en plus, autre spécificité agronomique, même si c'est pas encore évidemment majoritaire, mais c'est qu'il y a des cultures associées en bio qui associent donc culture dominante céréales ou oléagineux avec légumineuses. On a ensuite des différences physiques, comme le poids spécifique qui est différent, aussi des cultures dominantes, donc, qui appellent des outils adaptés à cette gestion-là. Donc, pour avoir l'ordre de grandeur en tête, par exemple, quand on parle de 1000 tonnes équivalent blé, c'est 850 tonnes équivalent soja, pour une métrique de volume. Donc forcément, une cellule de silo dans laquelle on met 1000 tonnes de blé, on mettra moins de soja. Donc en termes d'analyse économique, enfin d'équilibre économique, c'est pas du tout la même chose. Et ce sont des graines aussi qui sont plus fragiles par le fait que ce sont des dicotylédones, donc qui induisent des écarts de tri nécessairement plus forts quand la graine est cassée, et de la manutention spécifique en termes de matériaux, d'outils, de débit, avec, en plus, il y a des grandes différences au sein des légumineuses, mais par exemple, le haricot, c'est le plus fragile. On a entendu parler d'outils de tri spécifiques avec du caoutchouc, etc., plutôt que du métal pour préserver la graine. Donc ça a des impacts logistiques forts. Et en termes de dynamique de marché et d'échelle, on a des surfaces qui sont plus disséminées sur le territoire. Donc en termes de collecte, par exemple, ça n'a pas du tout c'est pas du tout la même organisation. On est sur des plus petits marchés avec une plus forte segmentation, donc en particulier pour les légumes secs. Donc, ce sont des flux, on va en parler beaucoup, dont le nombre en plus augmente et la taille diminue avec la segmentation. Ça, pour le coup, ça a un petit peu évolué depuis 2021 avec l'inflation et le côté montée en gamme qui s'est bien atténué. On va en reparler aussi. Donc, il y a une démassification tendancielle des flux en protéagineux depuis 30 ans qui a des impacts forts sur la logistique. Donc, que ce soit la capacité à faire des économies d'échelle et à les maintenir ou la saturation des outils. On a aussi, et pour terminer, des exigences croissantes sur la gestion des risques sanitaires et des niveaux de pureté avec, c'est peut-être pas trop le cas dans votre région, mais dans les zones où il y a une collecte de soja, par exemple, le soja ou le lupin, ce sont des allergènes majeurs, donc
souvent, il y a des incompatibilités de silos entre, par exemple, du blé, alimentation humaine et du soja, qui, voilà, en termes logistiques, c'est assez structurant. Donc, parfois, la ségrégation est forcément obligatoire, mais ensuite, voilà, parfois, il y a même des silos dédiés au soja. Et enfin, et oui, pour le bio, le non-OGM, les résidus, les non sans résidus de produits phytosanitaires, etc., il y a besoin de faire des analyses qui induisent des goulets d'étranglement au niveau des phases d'agréage, etc. Donc, voilà, c'est ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on fait du blé export ou du maïs export, forcément, ça a des impacts importants. Donc ensuite, on va regarder, il y a une diapo par étape du flux. Donc on commence par la collecte. Donc on a noté la première étape d'un flux ayant tendance d'une part à s'atomiser et à se démassifier, donc moins de volume et en plus plus réparti sur le territoire. Donc en termes de collecte, donc là c'est pareil, là c'est un peu de la même manière qu'en blé, les agriculteurs peuvent amener à la coopérative ou au négoce eux-mêmes leur chargement. Mais il y a aussi, on a observé ça pour les légumes secs, une collecte par l'OS avec des caissons, donc des caissons qui sont déposés au champ, voire en semi-remorque. Parfois du stockage temporaire par les agriculteurs. Comme je vous le disais, on a des silos monospécifiques parfois, donc monospécifiques dédiés comme en soja. Et on a un stockage à la ferme. Alors je ne sais pas si c'est une tradition assez répandue dans votre zone, mais les zones où il y a beaucoup de stockage à la ferme, pour le coup, il y en a moins qu'en céréales en légumineuses. La graine. On a un chevauchement de la récolte avec des cultures plus massifiées. Donc, par exemple, le soja se chevauche avec le maïs, le pois avec le colza et le blé. Et des flux de collecte, comme vous le disiez tout à l'heure, qui permettent moins d'économie d'échelle qu'en culture dominante, à la fois parce que le parcellaire est plus atomisé, donc en termes de transport jusqu'au silo, voilà, l'économie d'échelle, il y a parfois des bennes qui ne sont pas complètement pleines, qui arrivent à l'ouest. Et en plus, ça suppose des transferts intersites, donc entre les silos de collecte et les silos principaux, qui parfois doivent se faire avec des volumes, qui se font avec des volumes collectés inférieurs pour l'OS. Et voilà, donc qui sont aussi qui permettent moins d'économie d'échelle. Sans parler du fait que les volumes de collecte sont en baisse dans la plupart des bassins et pour la plupart des cultures. Donc voilà, en bas, on a résumé des facteurs de dégradation et d'optimisation, mais ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est vraiment le côté transport qui n'est pas forcément fait en pleine charge. Et du coup, en termes de facteurs d'optimisation, il y a on a entendu parler de plusieurs options. Le premier, même on sait que culturellement, il n'est pas forcément évident, c'est la mutualisation de la collecte entre les OS pour baisser les distances parcourues, développer le remplissage des bennes et baisser, on a mis 2 fois le côté distance. Il y a aussi évidemment le côté contractualisation pour au mieux planifier les récoltes à la manière de culture industrielle en fait, et répartir spatialement les variétés et donc voilà, rationaliser en fait toute cette étape de collecte. Mais voilà, on sait que c'est bien sûr aussi à gérer avant tout par les agriculteurs, donc c'est pas du tout aussi simple que ça de le mettre en place. Si on passe, donc ça y est, la légumineuse est rentrée, on va dire, dans le silo. Qu'est-ce qui se passe maintenant en termes de travail du grain? Donc, on avait noté que par rapport aux cultures dominantes, on a des lots plus petits, plus hétérogènes et à travailler pour des marchés plus exigeants. Donc, sans parler pour commencer, on peut dire qu'on a observé, donc on a fait une cinquantaine d'entretiens et on a observé une variabilité des équipements de tri en fonction des légumineuses collectées et des marchés approvisionnés. Donc, ça va du plus simple avec un nettoyeur séparateur, donc c'est un trieur à grille simple qui trie selon la taille de la graine, à un trieur optique qui est un appareil de haute technologie qui permet d'éliminer avec des notions de couleur notamment. Et donc, en fonction de la destination alimentation animale ou alimentation humaine, en gros, de la graine, on a des équipements de tri différents qui sont associés à des coûts différents, à des amortissements différents, à des temps de travail différents. Donc ça, pour le coup, tout le détail est dans le rapport. Si vous avez des questions, je suis disposée à y répondre, mais je ne vais pas forcément trop détailler à ce niveau. Et donc, on a un recours fréquent à la sous-traitance qui est induit par ces besoins en équipement de tri variable.
par exemple, s'il y a une coopérative historique sur un territoire qui se retrouve à devoir collecter de la lentille alors qu'elle n'a pas du tout les outils de tri pour la rendre aux normes pour l'alimentation humaine, c'est vraiment classique d'avoir un recours à de la sous-traitance avec une autre entreprise. Par exemple, il y a des semenciers qui développent le tri, qui ont des traits optiques et qui développent le tri en sous-traitance. Ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup et qui existe très peu sur les cultures dominantes. Et donc, en termes de travail du grain, il y a beaucoup de ruptures de charge. Donc là, on est vraiment sur des termes logistiques et de transport, que ce soit en cas de besoin de séchage, désinsectisation, conditionnement. On n'arrête pas en fait d'avoir des ruptures de charge alors qu'il y en a une voire deux en culture dominante. Un point important sur cette étape de travail du grain, c'est de parler de la notion de freinte et d'écart de tri. Donc les freintes, c'est les écarts de tri, c'est le mauvais grain entre guillemets qu'on veut éliminer, et les freintes, c'est le bon grain que l'étape de tri, le bon grain que l'on perd par le tri. Et on a vu des niveaux de freinte et d'écart de tri potentiellement très élevés en légumineuses, de 1 à 30%. Donc là, on est vraiment au sens large, donc freinte plus écart de tri, de 1 à 30% écarté, alors qu'en culture dominante, on est sur 1 à 2%. Et ça, c'est vraiment un facteur de performance essentiel des organismes stockeurs. Ils achètent une marchandise, il faut qu'ils en valorisent la plus grande partie, évidemment. Et donc, quand on perd 30% de ce qu'on a acheté, alors après, il y a des c'est pas si simple en termes contractuels vis-à-vis du paiement du producteur, mais le but, voilà, c'est pour l'OS, c'est de collecter la marchandise et d'en valoriser la plus grande partie. Et c'est vraiment pas toujours évident en légumineuse. En plus, la gestion du tri est plus difficile qu'en culture dominante, avec une pureté des lots qui est souvent moins bonne qu'en culture dominante, une hétérogénéité plus forte de la qualité des lots qui rend presque impossible l'automatisation et le pré-réglage des chaînes de tri. Et enfin, ça, ils ont beaucoup insisté là-dessus, il y a besoin de compétences spécifiques pour trier les légumineuses. Donc la gestion des RH au sein des silos, notamment ceux qui font des légumes secs, c'est vraiment pas du tout évident de trouver les bonnes personnes formées. Donc au niveau de la gestion des insectes, qui est aussi une étape du travail du grain, là on a un traitement qu'on a observé qui est quasiment curatif. Par contre, il y a plusieurs options, ça ne veut pas forcément dire traitement phytosanitaire. Et enfin, une demande croissante, donc ça c'était pareil avant inflation, pour du sans insecticide de stockage et du zéro résidu de pesticides. Les facteurs de dégradation, optimisation, tout ça, vous pourrez je vois qu'il faut que j'avance, donc on pourra les évoquer à la fin, dans les questions. Donc sur le stockage, en lien avec les lots qui sont plus nombreux et plus petits qu'en culture dominante, on a observé des capacités d'allotement qui sont nécessaires pour gérer la diversification des rotations avec plusieurs cultures, forcément, le développement du nombre de cultures, des plus petits lots et une segmentation de la demande. Donc ça demande des silos, enfin des cellules au sein des silos qui sont plus nombreuses et plus petites. On a des taux de rotation, donc des taux de rotation, c'est le nombre de lots qu'on peut mettre dans un même silo par an, qui sont rarement supérieurs à 1. Ça veut dire qu'un silo, il est mobilisé pour un lot, alors que pour les cultures dominantes, c'est vraiment plutôt la majeure partie des cas, c'est un taux de rotation inférieur à 1. Et donc là, forcément, en termes d'amortissement des outils, c'est pas du tout pareil. Et en plus, sans parler du fait que les taux de remplissage des cellules sont inférieurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire sur le stockage, mais on pourra en reparler plus tard. Et en termes d'expédition, et là, ça va vous intéresser par rapport au sujet des protéagineux, parce qu'on s'attendait en fait à avoir quelques transports en train ou par voie maritime, mais on n'en a presque pas constaté, alors qu'on sait qu'à l'époque, que dans les années 80, 90, il y avait des trajets en train, notamment vers les zones d'élevage, de protéagineux vers les zones d'élevage. Vers la Bretagne, par exemple. Donc aujourd'hui, il n'y en a presque plus. On a forcément, une influence du type de conditionnement des légumineuses sur les modalités d'expédition. Donc ça, c'est surtout vrai pour ce qui est destiné à l'alimentation humaine. On a même observé de l'expédition en container pour du soja pour l'Asie, par exemple. Sinon, pour les légumes secs, on est plutôt sur des palettes ou des big bags.
Les légumineuses, globalement, permettent une moindre optimisation logistique des flux d'expédition qui existent déjà, parce qu'encore une fois, on a des transports en charge partiels qui sont plus fréquents et des mutualisations qui existent, hein, mais qui sont moins faciles à mettre en place et moins généralisées. Sans parler de contraintes spécifiques qu'on a sur de l'alimentation humaine, avec, ça on nous en a beaucoup parlé, le fait que les gestions de flux-retour sont plus complexes parce que voilà, on a des bennes spécifiques, des citernes spécifiques, donc il faut trouver une marchandise en flux-retour qui demande les mêmes types de camions ou de citernes. Et voilà, en plus, on avait des coûts en hausse en 2021. Donc pour terminer, sur cette partie, on a fait un schéma qui est générique, mais qui a permis de noter en fait chacune des étapes et ce qu'on a pu observer au niveau de tous les entretiens qu'on a fait. Donc au niveau de la collecte, comme je vous le disais, il y avait trois grandes options. Donc soit livraison par l'agriculteur, collecte par l'OS en camion ou en caisson et stockage à long terme chez les agriculteurs. Ensuite, en termes de nettoyage, tri, d'abord on a parfois, c'est ce qui est en pointillé, c'est parfois du stockage temporaire potentiel en silo de collecte ou en caisson, parfois une étape de séchage quand c'est nécessaire. Il y a nécessairement par contre une étape de nettoyage et de tri avec là par contre des niveaux très hétérogènes comme je vous le disais tout à l'heure, entre un passage au nettoyage séparateur simple jusqu'au tri optique. L'étape de désinsectisation qui est presque faite dans quasi 100% des cas, et une étape de conditionnement qui, elle aussi, parfois n'a pas lieu d'être. Ensuite, il y a le stockage, et pour terminer, l'expédition, export ou outil de transfo en France. J'ai fini, ça allait un peu vite peut-être sur cette première description des étapes de flux avant de passer aux études de cas. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas envie de les écrire, vous pouvez juste lever la main et on vous donnera la parole pour réagir à ce que vient de dire Justine. Sinon, on peut les prendre à la toute fin. C'était pour être un peu moins... Je sais que c'est descendant comme présentation, c'était pour interrompre un peu mon monologue. Mais si vous n'avez pas de questions, je continue. Donc, je continue avec les études de cas qui sont du coup... voilà. Donc, on a fait 9 études de cas. On a beaucoup documenté les légumes secs parce que voilà, on avait une diversité de types de flux. C'était super intéressant de voir comment ils s'organisaient en fait de manière différente à l'échelle des territoires. Donc on avait presque en restauration collective aussi, c'est surtout les légumes secs. Donc on avait 5 études de cas en légumes secs. Je vous montrerai juste une diapo résumée à la fin. Et à côté, on les a opposés aux flux dits massifiés. Donc, il y avait le soja alimentation humaine. Il est massifié relativement aux légumes secs, mais il est peu massifié comparé aux protéagineux. On est sur à peu près, pour vous dire, à peu près 40-50 000 tonnes pour le soja alimentation humaine, alors que c'est 10 fois plus pour les protéagineux. Et voilà, on avait distingué, vous allez voir, bon, c'était peut-être pas, avec un peu de recul, c'était peut-être pas très judicieux, mais on avait distingué les légumineuses destinées à la transformation pour l'alimentation animale, dans lesquelles il y avait le soja notamment, enfin, surtout le soja, et des protéagineux, mais on sait que voilà, il y a une partie des protéagineux évidemment qui est valorisée en alimentation animale. On avait une petite étude de cas sur les légumineuses fourragères pour parler de tout ce qui est hors luzerne déshydratée, qu'on a appelé nouvelle filière de valorisation de la luzerne. Donc pour cette étude de cas protéagineux, donc là on est concentré sur poids et férol. On a estimé les volumes, mais c'est vraiment un ordre de grandeur à ne pas prendre à la virgule, même à la dizaine près, mais 600 000 tonnes à peu près de volume estimé entre poids et férol. Donc disons que c'est la majorité des utilisations de protéagineux en France. C'est pas la totalité, mais la majorité. On est, alors d'après ces cartes-là, plutôt sur la moitié nord et sud-ouest, mais honnêtement, le sud-ouest, on pourrait le mettre entre parenthèses parce que les poids et protéagineux dans le sud-ouest, c'est surtout, il y a beaucoup d'autoconsommation en fait. Donc,
on peut plutôt, c'est vraiment plutôt moitié nord de la France. Et voilà, on l'a sélectionné parce que vous êtes une région particulièrement concernée par ces cultures. On a donné quelques exemples d'OS, dont un certain nombre, je pense que vous en connaissez un certain nombre qui sont basés dans votre zone. Et quelques exemples de transformateurs. Alors là, la liste est presque exhaustive, mais il y a Rocket et Sotexpro en particulier, sur le poids et la févrole. Donc les caractéristiques de cette étude de cas, c'était qu'il y avait à la fois des espèces destinées au marché de l'alimentation humaine, comme le pois jaune par exemple vers Rocket ou pour l'export, et l'alimentation animale. La consommation, je viens de le dire, intérieur ou export. À l'export, il y avait à la fois févrole décortiqué pour l'aquaculture, même si on séparait que ce débouché-là est décroissant, et le pois jaune vers la Chine. On l'a dit tout à l'heure, des variations de volume fortes, avec à la fois les gestions la chute de la production de févrole pour cause de pression bruche, qui a fermé quelques débouchés, qui a fermé le débouché égyptien à l'export. Les barrières douanières en Inde qui ont fermé le débouché pois vers l'Inde, qui était pourtant pour l'alimentation humaine, pardon. Et en caractéristique, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait on avait observé peu de voies maritimes et de trains. Là, pour le coup, sur cette étude de cas-là, on sait qu'il y a des exports maritimes qui partent notamment des silos de Rouen, si je ne me trompe pas. On a même parfois des containers pour le pois en Chine. C'est pas forcément du vrac. Donc, si on regarde la chaîne logistique qu'on a documentée, là, pour le coup, en termes de collecte, on était sur des volumes plus massifiés, donc il n'y avait pas du tout cette notion de caisson qui n'a pas lieu d'être, vu les ordres de grandeur de volume. Donc, soit on était sur une livraison par l'agriculteur, dans l'immense majorité des cas, soit une collecte par l'OS en camion, éventuellement un stockage en silo de collecte de manière temporaire, éventuellement un séchage en cas, là, ça dépend vraiment des campagnes. En termes de nettoyage et tri, on était dans le cas général avec un nettoyage dit simple, avec simplement un nettoyeur séparateur à grille, notamment pour l'export. Mais pour l'alimentation humaine, là, nécessairement, il y avait un tri complémentaire avec soit 2 passages au nettoyeur séparateur à grille, parce que vu la taille des graines de pois et de févrole, c'est des graines qui se trient plutôt bien avec les nettoyeurs séparateurs à grille, à la différence des lentilles, par exemple. Et éventuellement un complément de table densimétrique. Donc ça veut dire que là, sur cette étude de cas-là, même pour l'alimentation humaine, on a peu entendu parler de trieur optique. De la même manière, quelque chose qui n'était pas du tout systématique, c'était la désinsectisation. Donc, on a entendu parler de deltamétrine pour la bruche tardive dans la févrole, évidemment pour gérer les insectes qui rentrent vivants dans le silo. En cas d'export, là, pour le coup, c'était nécessaire d'avoir une fumigation, et là, ça nécessite l'utilisation de silos étanches. Donc, en termes d'équipement, d'infrastructure, c'est assez important comme matériel. Il y a certaines filières ingrédients françaises qui interdisent ces recours-là. Et c'est pas nécessaire pour la févrole décortiquée qui est exportée pour le coup en alimentation humaine et aquaculture, alimentation animale, aquaculture par exemple. Pardon. Et donc, à la suite de cette étape de désinsectisation pour le pois, il peut y avoir un conditionnement en container, c'est ce que je vous disais, c'est assez original, mais c'est pas du tout négligeable en termes de volume. Et pour le cas de la févrole, on a éventuellement besoin d'une étape de décortiquage avec un outil qui existe en France, à Rouen aussi, si je ne me trompe pas. Mais voilà, qui induit encore une étape de rupture de charge et avant l'étape de stockage, donc soit en propre au niveau des OS, soit au niveau des ports jusqu'à l'affrètement d'un navire, et avec ensuite expédition vers des clients France ou export. Là-dessus, les choses ont peut-être changé. Là-dessus, vous aurez peut-être envie de réagir pour me dire que ça a pu évoluer par rapport au marché, aux exigences des clients, etc. Et donc, si on regarde au niveau des coûts, puisque c'était une partie de la demande, on a donc séparé chacune des étapes. Donc, transport primaire, donc c'est le transport avant l'OS, coût du travail du grain, coût du stockage et coût d'expédition.
Donc, nos petits, les barres vertes sont le range total, enfin la fourchette totale observée dans toutes les études de cas. Et la barre bleue, c'est ce qu'on a observé dans cette étude de cas en question. Donc, cette étude de cas, on a fait 10 entretiens pour la documenter. Donc, sur 10 entretiens, on voit que le transport primaire, si on commence par regarder à ce niveau-là, il est, si on est hors bio, il est entre 3 et 15 € la tonne, alors qu'il peut aller jusqu'à 50 € la tonne dans les autres études de cas. Donc, on voit que le bio génère un coût du transport primaire plus fort, mais sinon, on est plutôt sur le bas de la fourchette. C'est la même chose en termes de coût du travail du grain hors trioptique, où on est entre 3 et 12 € la tonne, alors que on peut aller jusqu'à 200 € la tonne en légumes secs notamment. Là, on est vraiment très très bas, mais c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, où on a juste un passage au nettoyeur séparateur dans l'immense majorité des cas. En termes de coût de stockage, on est aussi sur la fourchette basse, et en termes de coût d'expédition aussi, c'est lié au fait que le camion ou le train, dans la majeure partie des cas, les trajets sont assez courts, soit vers les ports, soit vers l'usine de roquettes, par exemple. On est à quand on parle de quelques kilomètres, nécessairement, le coût d'expédition est très réduit, même s'il induit une rupture de charge. Et là, on avait quelques coûts complémentaires. Donc, le tri optique, s'il est réalisé, c'est 20 à 30 € la tonne. Donc là, c'est par exemple pour le poids alimentation humaine. Donc 20 à 30 € la tonne pour du tri optique, c'est un très bas comparé en légumes secs, on est plutôt à 100 € la tonne minimum. Et le dépelliculage de févrole, juste pour l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 € la tonne. Donc, qu'est-ce qu'on a observé comme facteur de dégradation des performances logistiques sur ces outils-là? C'est vraiment lié à la démassification en fait de ces flux qui sont. Donc, il y a eu par la fermeture des débouchés export un repli un peu subi vers la consommation intérieure en alimentation animale. Or, les fabricants d'aliments pour animaux, ils demandent des dégagements progressifs au cours de l'année, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes de capacité de stockage, qui génèrent du temps de stockage supplémentaire et donc un coût. Ça, c'est sans parler du fait que la collecte d'un même OS est pas souvent suffisante pour dépasser le seuil d'intérêt en volume d'un fabricant d'aliments. Le fabricant d'aliments, il est intéressé par une rationalisation aussi de ses approvisionnements, et donc ça l'intéresse d'avoir un gros OS qui lui fournit la même marchandise toute l'année et qui est capable de gérer tout ça. Alors que vu les baisses de volume et de surface et de volume, c'est parfois compliqué d'atteindre ce seuil pour un OS. Voilà, bon, après, oui, et un élément intéressant aussi, c'était le transport des COS après le décortiquage. J'ai pas parlé des coproduits du tout, mais voilà, ils induisent des coproduits. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de freintes ou d'écarts de tri avec les légumineuses, ça génère un déchet qui est à gérer aussi et c'est une contrainte logistique en fait supplémentaire. Bon, là, c'est le cas des COS pour les févroles qui sont décortiqués. Vous voyez, un camion, c'est 7 tonnes, alors qu'un camion, normalement, sinon, c'est 25 tonnes, 25-30 tonnes. Donc, une contrainte supplémentaire. Donc, vraiment, le facteur d'amélioration des performances logistiques pour ces outils, c'est la massification des flux, soit par un développement des surfaces, mais on a vu que c'était pas trop la dynamique, soit par une mutualisation, une rationalisation de l'équipement en silo, avec, dans certaines régions de France, on voit la diversification, elle induit vraiment des rationalisations du parc du silo, avec des silos qui ferment pour être sûr de plutôt massifier les flux vers certains silos en particulier. Donc en termes, le reste c'était plus de l'ordre de l'exemple. En termes de perspective et d'enjeux, le premier, c'est ce que je vous disais, développer la mutualisation des flux, notamment vis-à-vis des clients fabricants d'aliments. Éventuellement, mais on sait que ça coûte, le fait de réfléchir à un stock de report qui permet de tolérer la forte variabilité de la taille du flux d'une année sur l'autre. La remassification des flux, mais voilà, avec un point d'interrogation, on sait que c'est très lié à la PAC, on sait que c'est très lié aux marchés mondiaux du soja, notamment pour l'alimentation humaine, aux politiques publiques qui seraient en faveur des protéines végétales. Donc voilà, là, il y a des questions économiques qui dépassent le seul sujet de la logistique. En gros, on se rend compte que la logistique, c'est pas du tout le frein à ce niveau-là du développement de cette filière-là. À l'époque, on nous parlait de nouveaux débouchés à l'avenir, comme
farines, des isolats en févrole ou en pois. Aujourd'hui, du coup, on surveille depuis 2021. Il n'y a pas non plus eu d'annonce. Il y a eu une annonce pour le développement d'un outil de production en France. Donc ça, on sait que si ça a lieu un jour, c'est de l'ordre de 30 000 tonnes. Ça va pas du tout nous faire 30 000 tonnes maximum. Ça nous mènera pas du tout en fait au niveau auquel on était dans les années 80-90. Et voilà, en perspective, il y a aussi ce côté culture associée, donc éventuellement à gérer de manière non triée pour l'alimentation animale. Mais là, vraiment, c'est quelque chose d'exploratoire qui certains OS dans le sud-ouest notamment s'y frottent. Mais voilà, c'est une gestion vraiment parallèle à mettre en place qui mérite d'être considérée presque dès la construction du silo. Donc, c'est quelque chose de très particulier, mais voilà, qui devrait être amené à se développer. Et pour l'instant, c'est minoritaire, évidemment, en taille de flux. Et avant de terminer, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer le côté légumes secs pour que vous ayez un peu de contraste. Donc, en légumes secs, à la différence avec ces flux massifiés, on a pour le coup des caissons. Enfin, c'est vraiment pas du tout la même organisation en collecte avec des OS qui ont leur parc de caissons, mais qui les déposent dans le champ des agriculteurs au moment de la récolte. Un autre élément intéressant, là, il y a une désinsectisation qui est aussi, elle aussi, presque systématique, mais avec vraiment des plus petits volumes. Donc, on a de la désinsectisation en big bag, parfois un prestataire de service avec certains acteurs qui nous ont dit qu'ils faisaient des trajets de presque 400 km pour aller faire désinsectiser leur production. Là, il y a un nettoyage à un tri poussé à tous les coups, avec presque dans 100% des cas un tri optique, mais c'est pas 100%. Un conditionnement. Et là, en termes de stockage aussi, c'est très hétérogène, avec de la prestation, du stockage en propre, mais dans une grande partie des cas, du stockage en chambre froide. Et si le stock n'est pas consommé, il faut prévoir un nouveau nettoyage poussé, qui donc induit des freintes pour valoriser le grain l'année suivante. Donc on peut en reparler un peu plus dans les questions si vous voulez des flux en légumes secs. Et pour vous montrer l'opposé de la fourchette de coûts, là on est sur l'étude de cas qu'on avait faite on a appelé ça une logistique intégrée par un OS préexistant. Donc dites-vous, c'est les coopératives et les négoces qui sont depuis longtemps positionnés sur des flux, sur de la collecte et du tri de légumes secs. Donc là, vous voyez, le coût du transport primaire, il est de 25 à 50 € la tonne. Donc on a des fourchettes énormes, mais qui reflètent vraiment une diversité des chaînes de valeur qui existent. Et vous voyez qu'en termes de compétitivité, du coup, on est vraiment du simple au double. C'est pas du tout la même chose en prix de vente non plus. Le coût du travail du grain, là, c'est vraiment l'analogue, hein. On est entre 65 € la tonne et 205 € la tonne. Avec à chaque fois, le bio est plutôt en haut de fourchette. Mais vous voyez, tout à l'heure, on était entre 3 et 12 là, pour les protéagineux. Le coût du stockage est supérieur également. Et le coût de l'expédition, on n'est pas sur le haut de la fourchette, mais ça dépend vraiment vous voyez, on peut être à 40 € la tonne. Ça, c'est quand on est... c'était vers une conserverie, mais quand même un trajet de 800 km. Donc voilà, on est sur les flux les plus massifiés qui peuvent exister en légumes secs. On a des coûts d'expédition assez faibles. Qu'est-ce qu'il peut dire? Ouais, en termes de niveau d'investissement, c'est assez fort. Et je vous disais tout à l'heure, le tri optique, là, on est plutôt sur 80 à 100 € la tonne, parce que les exigences en termes d'impureté sont vraiment supérieures à ce qu'on avait en protéagineux. Et le décortiquage de lentilles, c'est aussi 10 fois plus que la févrole. Décortiquage de lentilles, c'est pour les lentilles corail. On était à 10 € la tonne pour décortiquer des févroles. Là, c'est au moins plus 100 € la tonne. Voilà pour le... Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la conclusion? Question de compréhension peut-être? Il n'y en a pas non plus maintenant dans le chat? Si, il y a Béatrice qui veut intervenir. Béatrice, je vais vous ouvrir le micro. Ouais. Bonjour. Bonjour.
Moi, je voudrais juste intervenir là, sur la dernière phrase au niveau des coûts de décortiquage. Vous comparez le décortiquage de Oui. la févrole à 10 € la tonne avec la lentille corail qui est aux alentours de 100 €. Vous dites qu'il y a une grosse différence, mais attention, 10 € la tonne, c'est pour décortiquer de la févrole en alimentation animale. Mhm. En alimentation humaine, vous êtes minimum à 150 €. On est plutôt entre 200 et 300 € la tonne, sans prendre en compte au départ le tri 100% d'impureté qui est indispensable avant le décortiquage. Ok. Donc, il faut faire attention de comparer, de bien comparer ce qui est comparable parce que 10 € la tonne, c'est décortiqué pour les saumons. Vous ne pouvez Oui, pas c'est ça. imaginer mettre ça en alimentation humaine, c'est pas possible, hein. Ouais, ok. Ben, merci pour Et l'ordre de voilà, grandeur. c'est juste, je Ouais. voulais juste insister, enfin voilà, faire une petite remarque là-dessus. Ouais, c'est important. Et puis même, c'est pas les mêmes outils du tout qu'on utilise pour. Enfin, la comparaison lentilles et févrole était bizarre aussi. C'est pas les mêmes outils qu'on Oh, mais utilise non oui, plus. enfin pourquoi pas, hein. Nous, on a des partenaires qui font tout dans la même usine, hein. Ils changent les grilles, c'est tout, hein. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oui, Ok. oui, oui. Ils ont le même outil et ils adaptent juste les grilles. Ok. A priori, si j'ai bien compris dans leur système. Donc non, ça c'est pas, ça enfin, je trouve que la comparaison est intéressante Ok. puisque c'est deux légumineuses qu'on va décortiquer obligatoirement. Sinon, la lentille corail, c'est plus une lentille corail si on la décortique pas. La févrole, il y a des fois besoin de la décortiquer, mais en tout cas, voilà, faut bien prendre les deux en alimentation humaine et pas un en animal et un en humaine. Ouais. Et du coup, pour aller jusqu'au bout, la févrole décortiquée pour l'alimentation humaine, c'est derrière pour faire des farines et des choses comme ça? Alors non, justement, c'est vraiment pour servir. Enfin, moi, je l'utilise. Nous, chez Graines de Choc, on l'utilise pour servir en tant que légumineuse. Ah oui, Et c'est ok. pour ça qu'il faut. Quand je dis décortiquer, c'est Oui. vraiment décortiquer pour avoir des splits. C'est pas quand c'est pour faire une farine. Bah, Ok. si elle est décortiquée pas trop bien, avec un minimum quand même à respecter forcément, mais ce sera moins gênant. Mais là, c'est vraiment pour la servir comme des lentilles Ouais. ou des pois chiches, enfin en salade. Et si, bah, il faut pas qu'il reste de coque ou de. Et oui, Voilà. bien sûr, ouais. Ok, ben merci Donc, il pour faut savoir que la précision. le décortiquage de févrole, il nécessite obligatoirement derrière. Alors, la lentille, je ne connais pas, mais en tout cas, le décortiquage de févrole en alimentation humaine, il nécessite obligatoirement un trieur optique derrière. Ouais. Sinon, Ouais, vous avez une qualité qui est pas commercialisable en humaine. ouais. Ok. Voilà. Eh ben, merci pour la précision. De rien. Et s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, je fais juste la conclusion. Il y a 3 diapos. Donc bon, cette diapo-là est un peu brute de décoffrage, mais c'est le bilan en fait de tous les coûts qu'on a observés par étude de cas. Donc nous, on était à droite sur la partie protéagineux massifié. Donc vous voyez, je commence par la taille estimée du marché. On est sur des volumes vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas pour rien qu'on les a appelés massifiés, même si j'ai pas arrêté de dire qu'ils étaient en train de se démassifier. On est plutôt sur voilà, de l'ordre de la centaine de milliers de tonnes, alors que derrière, pour l'alimentation humaine, on est sur des dizaines de milliers de tonnes, voire moins. Ce qui est intéressant à noter, c'est donc la forte hétérogénéité, en fait, enfin la hauteur de la fourchette. Bon, on peut regarder principalement ce qui est en vert, en fait, c'est la fourchette de coûts. Si on enlève le tri optique, le dépelliculage, la mise en big bag, enfin, des opérations qui sont optionnelles. Et on voit que les protéagineux massifiés donc, sont les plus bas, entre guillemets. Et à droite, vous voyez l'échelle ici, c'est la part du coût logistique dans le prix de la matière première. Donc, on avait ramené les coûts aux valeurs, au prix des matières premières en 2021. Donc, ça a changé, mais à l'époque, on avait fait ce calcul-là. Et on voyait qu'en protéagineux, on était entre 0 et 5% en gros du coût du prix de la matière première représenté par la logistique. Et plus on va vers la gauche, plus ça augmente, jusqu'à aller vous voyez, c'était des pourcentages presque de l'ordre de 20%. Et c'est ce qu'on avait noté. Enfin, en plus, on avait des fourchettes. Enfin, on a fait les fourchettes. On peut être entre jusqu'à 28% en fait du coût de la matière première qui est représenté par la logistique. Et en fait, ça c'était important. Enfin, c'était un chiffre. Vous imaginez que derrière les OS, quand ils vont négocier vendre leurs marchandises, c'est beaucoup plus facile. Enfin, quand l'énergie est augmentée, voilà, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on sait de combien on parle en fait et de quelle fourchette en tout cas on parle, même si la fourchette est haute.
On sait que le travail des OS ne vaut pas 0. Enfin, on le savait déjà avant, mais maintenant, on a un peu plus de précision sur combien est-ce que ça vaut en réalité. Et voilà, ça mériterait d'être mis à jour vu l'évolution du cours des matières premières et des coûts, bien sûr. Donc, en enseignement, on avait un coût logistique qui représente, donc je vous disais, de 6 à 37% du prix de vente sortie OS, entre toutes les études de cas. Des coûts qui sont élevés par rapport aux cultures comme les céréales, mais voilà, on vous a dit pourquoi, pour lesquels les coûts globaux logistiques en céréales, c'est de 20 à 50 euros. Alors que là, vous voyez, 20 à 50 euros, c'est le bas. Donc, nous, on était entre 0 et presque plus de 500. Les flux les plus massifiés sont associés à des coûts totaux les plus faibles, logiquement. Moins d'opérations de tri, des cahiers des charges moins exigeants et des économies d'échelle possibles. Et plus on s'éloigne de l'alimentation humaine et des légumes secs, plus la part du transport croît dans le coût global. Ça, c'est assez intéressant. Donc, le transport, c'est maximum 30% pour les études de cas légumes secs. C'est ce qui fait en fait qu'on peut observer des transports, comme je vous disais, sur des 800 km, des 400 km, qui sont pas compétitifs en fait pour des filières plus massifiées comme les protéagineux, où là le coût du transport c'est plus entre 30 et 60% du prix, alors qu'on est carrément plus haut, 60 à 80% en céréales. Et donc voilà, forcément l'hypothèse formulée, c'est qu'une meilleure valorisation des prix de vente compense en partie les coûts logistiques importants pour les légumes secs, puisque c'est 20% du prix de vente contre 15% pour les études de cas les plus massifiées. Et donc en termes d'enjeux, puisque c'était le titre du webinaire, à l'époque on en avait identifié, c'est ma dernière diapo, on en avait identifié 4 grandes familles. La première, c'était l'efficience économique des OS sur ces étapes de tri. Donc déjà, voilà, on a observé que un point, je vais pas tout lire, hein, mais un point important, c'était la connaissance de ces coûts en fait, afférents à la logistique et des tailles critiques qui vont avec un certain nombre d'entretiens qu'on a fait où les acteurs ne savaient pas nous donner leurs coûts parce que c'était pas quelque chose qu'ils avaient, les coûts dédiés aux légumineuses, parce que c'était pas quelque chose qu'ils avaient analysé et parfois les logiciels comptables ne le permettaient même pas. Donc, et il y a même certains opérateurs qui disaient qu'ils préféraient même pas calculer parce qu'ils savaient qu'ils perdaient de l'argent avec les légumineuses et donc c'était géré au global dans leur outil et il valait mieux pas avoir le niveau de détail. Donc voilà, on a l'impression que pour l'amélioration un enjeu, c'est la connaissance de ces coûts. Donc là, c'est de l'ordre de la stratégie de chacun des OS, c'est pas quelque chose à gérer en groupe, mais ça peut déjà permettre de passer un cap. Je vous ai aussi parlé de l'enjeu de la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée. Et voilà. On sait aussi que les légumineuses sont des cultures particulièrement vulnérables aux risques climatiques, aux aléas climatiques, pardon. Et donc, forcément, la gestion du risque, qu'il soit industriel ou commercial associé aux investissements, elle est plus difficile que sur les cultures dominantes. Ensuite, on a aussi identifié un enjeu, sur la partie droite, de cohérence territoriale, avec notamment tous les appuis en termes d'argent public qui ont été donnés en tout cas dans les années passées et qui seront probablement encore donnés pour justement financer des silos, des outils de tri, etc. Il nous semble que c'est vraiment essentiel de veiller au moins d'observer la structuration du maillage logistique qui existe déjà, quels OS sont déjà en capacité de trier avec quels outils, avant de venir financer de nouveaux outils. Parce que quand on voit que l'équilibre économique est déjà précaire, pas précaire, mais complexe, donc rajouter un concurrent supplémentaire sur un territoire, c'est pas forcément une bonne idée c'est pas forcément ça qui va venir soutenir en tout cas la diversification et le développement des cultures légumineuses. En termes de... Je regarde, qu'est-ce qu'on peut dire oui, il y avait un enjeu aussi sur la compatibilité des contraintes logistiques et des clauses contractuelles avec les clients, avec ce sujet de la gestion des cahiers des charges croissants, et aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais de la restauration collective. Donc là, il y a vraiment un enjeu de développement du lien avec les clients et du dialogue en fait avec les clients. Donc ça, pour le coup, ça peut être fait de manière collective en fait, hein. Mais pour avoir des cahiers des charges restauration collective mieux rédigés, entre guillemets, plus adaptés au contexte local, pour
pour permettre plus de réponses. Et aussi, voilà, là, pour le coup, l'Interpro a produit des nouveaux documents pour vis-à-vis des industriels de l'agroalimentaire, notamment témoigner des difficultés campagne par campagne ou voilà, apporter des appuis en fait à plus de liens et plus de dialogue avec les industriels sur les spécificités des légumineuses. Et il y a aussi, bien sûr, et je termine par ça, mais c'est pas le moins important, la compatibilité avec l'activité agricole. Donc, on sait voilà, que la quantité et la qualité vont varier avec les aléas climatiques. On sait que, voilà, que tout ça, ça relève du choix de l'agriculteur au départ. Et donc, clairement, il y a un sujet sur l'échange, la poursuite, et le renforcement du lien entre les OS et les agriculteurs pour au mieux derrière gérer la collecte derrière et le tri, etc., pour gérer cette diversification croissante de l'offre et voilà, et optimiser au mieux le flux en lien avec les choix des agriculteurs. Donc on parlait de diversification croissante de l'offre, ça c'était en 2021 aussi, là aussi il y a une nuance à apporter. Donc voilà pour les enjeux qu'on avait notés au niveau national. Vous allez peut-être avoir envie de réagir par rapport à votre contexte local, mais il me semble qu'il n'y a pas c'était des choses qui étaient généralisables, en tout cas à l'échelle nationale. Et voilà, peut-être qu'il y a certains points en particulier qui sont plus vrais ou moins vrais à votre niveau. J'en ai terminé et je vais arrêter de partager pour voir. Tic. Donc, merci beaucoup Justine pour ta présentation. Est-ce que ça suscite des questions ou des réactions? On a quelqu'un qui demande si tu pourras partager ta présentation par mail. Dans tous les cas, pas de problème. Ouais, Ouais, et ça le sera envoyé. rapport, il est sur le site du ministère, donc avec il y a vraiment beaucoup plus de détails que ce que je vous ai dit sur le site du ministère. Si vous tapez le titre de l'étude, vous allez le trouver assez vite. Mais oui, pas de problème pour vous partager les diapos. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à soit lever la main, soit les poser dans le chat. Vous avez tous endormi avant la pause déjeuner. Il n'y a pas de questions, on va peut-être enchaîner avec le témoignage de Michel Delisle. Je ne sais pas si vous pouvez mettre votre caméra et votre micro. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de venir témoigner. Donc en fait, on voulait avoir, là Justine nous a présenté un peu une étude assez nationale, assez globale, et on voulait avoir une illustration d'un vraiment régional. Du coup, je voulais savoir un peu si vous pouviez présenter votre exploitation, puisque vous produisez des légumineuses, donc présentez un peu votre exploitation, et comment vous gérez derrière, quels sont les circuits de distribution que vous avez pour vos légumineuses, et un peu s'il y a des réactions qui vous viennent vis-à-vis de la présentation qu'on vient d'avoir. Alors, pour me présenter rapidement, donc Michel Delisle, ferme des Blancs-Moutons. Je suis installé depuis le 1er janvier 2022. C'était mes parents avant qui avaient l'exploitation. Hein. Mon GPS est en train de me relâcher. Enfin, attendez, c'est parce que je fais deux trucs en même temps, désolé. J'ai un petit problème de GPS ce matin, c'est pour ça que je suis dans le tracteur. Et là, il est en train de me refaire la même boulette. Bon, on va voir. Et donc, on fait de la lentille, du pois chiche, du sarrasin. Après, on fait aussi de la pomme de terre et plus des céréales en général. Sur les céréales, on travaillait avec des coopératives ou des privés. Sur les pommes de terre, on travaille avec 2 opérateurs. Et sur tout ce qui est légumineuse, donc lentilles, pois chiches et sarrasin, par contre, on fait tout en vente directe. Voilà, il n'y a pas de vente externe, ou alors c'est vraiment les surplus quand on a passé une année et qu'on voit qu'on a trop de stock. Ok, et du coup, vous faites en vente directe parce que c'est plus intéressant économiquement pour vous, ou parce que vous n'avez pas trouvé de marché, ou... Il y a deux choses à ça, en fait. Le pourquoi la vente directe, c'est déjà, c'est plus intéressant pour nous parce qu'on valorise directement à la ferme, enfin, on valorise les légumineuses avec les magasins bio, les magasins de producteurs.
en vente directe, sur des établissements scolaires, des choses comme ça. Donc là-dessus, oui, c'est plus intéressant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a pas, enfin, nous dans la région à l'époque où on a commencé, il n'y avait pas de filière. Beaucoup de demandes, mais généralement des demandes qui sont peu rémunératrices, puisque sur de la lentille, comme vous l'avez dit, nous, le maximum qu'on a fait, c'est 2,5 tonnes à l'hectare. Le minimum, c'est 8 ou 900 kg hectare. Et en pois chiche, on a fait de 300 kg à 3 tonnes hectare. Voilà. Le sarrasin, attention, nous, le sarrasin, on le fait en pur et en culture principale, pas en culture secondaire. Parce que c'est trop risqué en région. Nous, chez nous, c'est un peu trop risqué. Ou sinon, on va récolter ça au calendes grec, après fin octobre, début novembre. Et là, au niveau récolte, c'est dangereux parce que là, on risque de perdre la culture complètement. Ou alors, ça va demander des coûts de séchage et de triage supplémentaires. Donc voilà pourquoi en fait on en est arrivé à valoriser nous-mêmes, parce que de toute façon, économiquement, on s'est rendu compte que valait mieux dégager les surplus qu'on n'arrivait pas à vendre. Donc là, quand j'ai quelques surplus, ça m'arrive. Là, cette année, j'en ai à peu près 2 tonnes là, qu'on va vendre. Bon, après, là, c'est des surplus qui ont des. En gros, c'est des surplus qui ont des soucis, quoi. On a eu une petite visite de souris dans 3 big bags. Donc, ces big bags-là vont être vendus en engrais vert, sachant que moi, je ne mets pas de lentilles dans mes engrais verts, parce que je mets déjà de la lentille en fait, dans mes cultures. Aphanomyces. On a dit, il faut faire très attention à ça, c'est l'aphanomyces. Dans les rotations, il faut être super long. Entre deux légumineuses, 5 ans, entre deux mêmes cultures, 7 ans. Voilà, enfin, nous, je suis en bio, je précise. Et du coup, vu que vous faites en vente directe, comment vous assurez tout ce qui est un peu tri? Vous faites ça à la ferme? Vous avez des outils de tri et de stockage? Tout ce qui est triage, on va dire non fin, on était déjà équipé depuis assez longtemps. Donc, c'est-à-dire pré-nettoyeur, nettoyeur, trieur agri, comme vous dites, quoi. Voilà, des choses simples. Là, on vient de s'équiper d'un trieur optique. Bon, là, pour le moment, je ne maîtrise pas encore la bête, parce que ça demande quand même un temps d'adaptation à une maîtrise. Donc, on a, nous, ici sur la ferme, j'ai un tapis spécial de triage, en fait, pour le moment, qui est derrière le trieur optique, au cas où, quand j'ai un lot ou j'ai un doute sur les réglages du trieur optique ou ces choses-là, où on repasse. Bon, là, ça ne demande pas trop de temps, ça va, parce que. Mais sinon, après, on a la possibilité d'aller faire trier à l'optique, c'est dans la Marne, si je ne me trompe pas. D'accord. Ouais, donc là, pour le coup, si vous n'aviez pas de trieur optique, il y aurait cet enjeu logistique. Ah bah ça a toujours été en fait. Le problème de la lentille, enfin que ce soit lentille ou pois chiche, c'est toujours la logistique le problème. En fait, nous, la problématique qu'on a, c'est qu'on est des gros dans la production de lentilles et de pois chiches, mais on est des petits. On est des gros parce que on fait quand même entre 4 et 7 hectares de lentilles, on fait entre 1 et 3 hectares de pois chiches par an, donc ce qui est quand même pas négligeable. Surtout pour la vente directe. Par contre, on est des petits parce que nos lots dépassent jamais les 10 tonnes, quoi. Voilà. Et ça n'intéresse pas forcément des sociétés qui ont des grosses capacités de triage de prendre des petits lots, des choses comme ça, quoi. Oui, donc ça revient à ce que Justine disait sur la massification des lots qui est importante pour gérer tous ces freins logistiques, quoi. Oui, Mathilde, dans le Douaisis. Désolé, c'est parce que je viens de voir un message passer. Ah oui, oui, il y a quelqu'un qui demandait où était votre ferme. Douaisis Aglo, oui. On a de la chance d'être dans une aglo qui est très proactive. Et du coup, est-ce que vous nous disiez un peu les enjeux logistiques, et est-ce que vous voyez, vous, des voies d'amélioration pour faciliter un peu toute cette Le problème, logistique? avant d'améliorer la logistique, le problème, c'est le marché. Voilà. Où il y a à la fois une demande, enfin, c'est paradoxal, quoi. Il y a à la fois une demande dans le marché, mais en même temps, il y a un blocage dans le marché. Moi, en bio, à moi tout seul, je fournis de la lentille de Saint-Quentin à Roubaix. Je travaille avec 80% des magasins bio et magasins de producteurs qui sont dans cette zone-là. Voilà.
alors, je travaille pas ou très, enfin, j'ai pas de contact direct avec la grande distribution. Ça peut arriver qu'il y ait certains de mes produits qui se retrouvent dans la grande distribution, mais là, c'est pas moi, c'est parce que c'est passé par un gros site qui m'en prend un petit peu, quoi, anecdotiquement. Mais voilà, donc déjà, il y a cette problématique-là de demande. Après, il y a une deuxième problématique où là, en fait, aujourd'hui, si je mettais la lentille au prorata d'une culture de blé, par exemple, même au prix du blé bio actuel, si je le vendais en coopérative et compagnie, là, moi, je me sers de la coopérative pour évacuer les stocks, mais je ne me sers pas de la coopérative pour faire mon revenu, quoi. Mhm. Et la problématique, c'est que demain, si on veut développer les légumineuses, bah, il faut développer le tarif aussi, quoi. Voilà, avant d'aller développer. Après, la logistique, je vais dire, ça va. Enfin, il n'y a jamais eu de. Moi, personnellement, vu que je suis aujourd'hui à 90% en interne, au niveau triage, enfin, le triage, je suis 99% en interne maintenant, même. C'est vraiment anecdotique. C'est quand j'ai des problèmes ou alors que je suis à la bourre que je fais venir un trieur extérieur parce que j'ai pas le temps. Mais sinon, aujourd'hui, je suis en logistique autonome à 100%, quoi, voilà. Quelqu'un qui veut se lancer dans la lentille aujourd'hui, euh, déjà, c'est savoir avec qui il va travailler, parce qu'il y a encore, je pense qu'il y a encore de la demande, hein, parce que sur la lentille, le pois chiche, le sarrasin, cette année, c'est incroyable, je comprends rien à ce qui se passe. Le sarrasin, tout le monde court après du sarrasin. Pourquoi, je ne sais pas. Euh, la lentille, ça se tient. Il y a eu une petite baisse de consommation en 2023, mais voilà, ça reste soutenable, quoi, voilà. On a juste baissé un petit peu nos surfaces pour l'année prochaine. Mais voilà, moi, après, logistique, aujourd'hui, non, j'ai pas. Mais parce que je suis en vente directe, que je suis en production et en transformation sur place, quoi. Mhm. J'ai des collègues qui, eux, qui font de la lentille, du pois chiche aussi en bio, comme moi, qui, eux, par contre, font pas beaucoup de vente directe, qui travaillent beaucoup sur du circuit long, eux. C'est un peu plus problématique parce qu'il faut que ce soit des lots. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est comme en fait, les producteurs de lentilles sont quand même enfin, surtout bio, sont pas forcément communs et que ça demande quand même une certaine technicité au niveau de la récolte. Bah, même s'il y a un demi-camion, les opérateurs viennent chercher, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Ouais, donc vous, au final, le fait d'être en vente directe et de gérer tout vous-même, ça vous permet de pas forcément tomber dans les freins que Justine présentait dans son étude. Bah, moi, ma problématique est plutôt une problématique de triage, en fait. De triage, de conservation de la graine sur du long terme, parce que je sais que il faut que enfin, moi, personnellement, hein, je sais qu'il faut que je conserve à peu près 30% de ma récolte tous les ans. Parce que ce que je vais récolter au mois de fin juillet, si je prends l'exemple de la lentille, ce que je vais récolter fin juillet, début août, ce sera prêt à la vente que début novembre. Mhm. Mais entre fin juillet, début août et début novembre, il faut quand même que j'ai de la lentille à proposer. Oui. Voilà. Donc, je calcule comme ça en gardant toujours une trentaine de pourcents. L'année dernière, au final, il y a 2 ans, j'ai consommé ces 30%. Là, cette année, je ne les ai pas consommés, ces 30%. Voilà. Et c'est les trois big bags qui ont une petite visite de souris, accessoirement. Donc, voilà. Mais par contre, je sais que cette année, mes 30% vont m'être utiles. Les 30% que j'avais prévu de garder, en fait, voilà, ils vont m'être utiles. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a des participants qui ont des questions à poser sur, je sais pas, sur le témoignage? Ah, donc il y a Jean Ederland qui travaille chez Improve. Donc Improve, c'est une plateforme qui travaille sur l'extraction de protéines végétales, qui demande quelle serait la rémunération minimale en euros par tonne pour un agriculteur pour la lentille, le pois chiche, la févrole, afin de rendre les cultures pérennes financièrement parlant pour un agriculteur. Vaste question. Vaste question. Ouais. Sur du pois chiche, comme c'est un chouïa plus simple au niveau de la récolte, il faudrait qu'on soit à 1008 minimum, mais vraiment le minimum.
Sur la lentille, faudrait qu'on soit plus à 2000 pour vraiment qu'il y ait un intérêt de développer la culture sur les exploitations, quoi. Ça, du coup, ça viendrait un peu, enfin, c'est en lien avec vos coûts de production, du coup, j'imagine. Ben, en lien avec les coûts de production et en lien aussi en fait avec les cultures qui sont en concurrence aujourd'hui dans notre région en parallèle. Vous prenez un blé, vous le semez au mois de novembre. Bon, désolé de le dire comme ça, mais vous mettez le dudule de base sur le semoir, il va vous le semer, le blé, hein. Celui qui rate un semis de blé, c'est qu'il est. Enfin, il faut être con pour rater un semis de blé, quoi. Voilà. Désolé de le dire comme ça. Mais voilà, donc on va se mettre ça au mois de novembre. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Ingénieux suffit largement. À la récolte, la batteuse, on démarre la batteuse. On va récolter, on met soit au fond du hangar ou on amène au silo. Bon, voilà. Entre 400 et 500 euros la tonne, ça va très bien, quoi. Ça nous permet de vivre convenablement. Ce qui n'est pas le cas actuellement vu le prix du blé. Sur de la lentille aujourd'hui, déjà, ça va demander plus de faux semis, parce que c'est une culture qu'on va semer au printemps, donc généralement en bio, on va le labourer, parce que de la lentille sans labour, moi, je ne sais pas. Je ne ferai jamais ça. Labour est en premier désherbage. Après, on va faire au moins 2 voire 3 faux semis, donc ça veut dire que c'est des passages avec consommation de gasoil, tracteur. Le semis, ça demande quand même un peu de précision au niveau du semis. Et puis après, à la récolte, un blé, quand vous faites 1 hectare, 1 hectare et demi à l'heure avec une batteuse, la même batteuse en lentilles, vous faites 50 arts à l'heure. Et encore, je suis gentil, parfois c'est même 20. On divise presque par 5, parfois le débit de chantier de la batteuse, suivant comment la culture a été suivie, est-ce que ça va être simple à récolter, pas simple à récolter, est-ce qu'elle est droite, pas droite, culture associée, pas culture associée, et quoique parfois même en ayant une culture associée, ça va pas forcément mieux. Enfin voilà, ça joue quand même, quoi. Et sachant que dans ce que j'ai entendu dans toutes vos présentations, il y a une problématique qui n'est pas applicable sur la légumineuse sèche, qui est applicable sur les légumes d'industrie. C'est que les légumes d'industrie, vous savez quand vous semez, vous savez à 5 jours près quand est-ce que vous récoltez. Puisque vous récoltez en vert, en fait, du pois, du haricot vert, des épinards, c'est du vert, quoi. Voilà, vous allez récolter quelque chose qu'il va falloir travailler tout de suite, et que vous soyez un petit peu en retard dans la maturité ou un petit peu en avance dans la maturité, allez, c'est pas trop grave, ça va aller. Que la lentille, ces jours-là, à cette heure-là, la lentille, de toute façon, généralement, c'est tout le monde en même temps. Si moi je bats, mon voisin, il bat ses lentilles, quoi. Tout le monde va battre en même temps, parce que la lentille, en fait, si on est trop mature, on a trop de perte de grains, donc on a plein de grains qui vont rester au sol. Si on n'est pas assez mature, il faut attendre, parce que c'est la légumineuse sèche. Si on attend trop, on a du pourrissement, donc ça veut dire qu'on a des grains qui sont... l'année dernière, on a eu le tour, enfin l'année dernière, la campagne qu'on vient de passer, on a eu le tour, où qualitativement, nos lentilles sont un peu moins belles, parce que les conditions au moment de la récolte, on aurait dû récolter toute fin juillet, la dernière semaine de juillet, c'était nickel. La semaine d'avant, ça n'allait pas parce que c'était encore trop vert, sauf que quand ça a été bon récolté, c'est mis à pleuvoir pendant 15 jours. Voilà. Un fanage en année permettrait-il de mieux lisser les récoltes? Alors, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Sur la lentille, j'ai entendu parler que certains, ça n'avait pas fonctionné. Parce que justement, ils avaient endainé, ils s'étaient pris les 15 jours de pluie et raté. Sur du pois chiche, ça vaudrait peut-être plus le coup. Sachant qu'après, en fait, le problème du fanage, c'est qu'il faut quand même avoir en tête que généralement, quand on fane une plante, enfin quand on récolte comme ça, on essaie de récolter en ayant encore un peu de verdure, en fait, sur la plante qu'on veut récolter. Et le problème, c'est qu'il faut justement savoir bien trouver le moment où récolter faucher endainer, parce que le fauchage endainage va créer un dégrainage. Il faut limiter les grainages, en fait.
Et c'est là où il faut bien doser, bien jouer. Et limite, faut avoir, je vais pas dire qu'il faut avoir l'entraîneur dans sa cour, mais pas loin, quoi. Et pareil, il faut avoir un laps de temps qui soit assez long pour permettre de créer un vrai fanage, mais tout en ayant la sécurité de ne pas se prendre une pluie derrière qui, par contre, peut anéantir le fait d'avoir fané. On est même sur l'effet contraire dans ce cas-là. C'est qu'on va sur de la pourriture, quoi. Et moi, personnellement, je fane pas. J'ai des collègues qui réfléchissent, quoi. Oui. Fanny, j'ai vu que tu avais levé la main. Si tu veux intervenir. Bah, finalement, j'ai écrit ce que je voulais ajouter par rapport Ah. au coût. Oui. Donc, le Oui, fait que... Ouais, vas-y, Fanny, je te laisse faire. Bah voilà, là on parlait de coûts annuels déjà par rapport au temps de travail, mais le rendement, on l'a vu, on l'a vu aussi dans la présentation initiale du CERESCO, il est très 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 variable et du coup ça c'est à prendre en compte, ou alors de contractualiser et d'avoir un prix plancher chaque année, mais comme c'est pas forcément le cas, c'est à prendre en compte chaque année et même si le rendement est bon, peut-être que tous les 5 ans il va être mauvais, donc ou même tous les 3 ans. Nous, on sait qu'en pois chiche, dans la région, où on est entre Douai et Cambrai, dans la région, on sait qu'en pois chiche, on a une année sur 3 où on se plante. Voilà, avec l'expérience qu'on a. Parce que c'est une culture qui est un peu plus méditerranéenne, que l'année dernière, il n'y a plus au moment des floraisons, on a fait 300 kg hectares. Il y a 2 ans, par contre, je vous ai fait 3 tonnes hectares. Voilà. D'où l'importance aussi, vous voyez, dans ma vente directe, mes 30% de battement. Parce que mes 30% de battement, en fait, en pois chiche, ça a été plus. J'étais à plus de 50% de battement, et heureusement. L'année dernière, j'avais mis qu'un hectare, j'ai fait que 300 kilos sur mon hectare. Et cette année, j'espère que mes 2 hectares que je vais mettre, parce que il faut que je remonte mon stock, que mes 2 hectares que je vais mettre vont produire au minimum 1 à 2 tonnes qui vont me permettre de recréer mon stock et de l'année suivante repartir. Voilà. Mais comme moi, je suis en vente directe, l'avantage que j'ai, c'est que c'est moi qui détermine mon prix. Mon prix me prend en compte, ce que disait Fanny, justement, le fait que je travaille sur un pluriannuel. Donc, je ne suis pas forcément le moins cher au niveau des prix d'achat magasin, mais je ne suis pas non plus le plus cher, quoi. Voilà, je suis dans le milieu, mais je sais que ce tarif-là me permet d'être sur un revenu pluriannuel lissé et d'être tranquille, quoi. Ça, oui, c'est à prendre en compte, hein. Ça, c'est vrai que dans les tarifs, et comment il y a la problématique du marché aujourd'hui où les organismes de collecte, eux, derrière, doivent aussi vendre. Et il y a cette réflexion de comment est-ce qu'on fait pour lisser le prix sur plusieurs années, tout en ayant un revenu stable. Bon, c'est très problématique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon il est 12h30, on va peut-être clôturer. Mais enfin, je trouve ce qu'on voit bien, c'est que finalement, les questions là, qui viennent, on arrive finalement autour du coût du marché. C'est un peu ce que disait Justine tout à l'heure sur la difficulté à produire, à stabiliser les rendements. Et que finalement, la logistique, elle arrive peut-être pas en second plan, mais elle découle. L'enjeu primaire, c'est vraiment de sécuriser la production. Et du coup, derrière, ça permet de débloquer un peu le reste de la chaîne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va peut-être clôturer. Mais en tout cas, un grand merci à Justine et puis à Michel d'être intervenus. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous qui avez participé aussi pour vos questions et puis pour votre attention. On envisage de faire un deuxième épisode autour de la logistique des légumineuses, mais ce coup-ci plutôt après, une fois que... Là, on était plutôt sur l'amont et de faire plutôt un aspect sur l'aval avec comment derrière on va distribuer les produits, plus que la matière première, mais vraiment les produits. Donc on vous tiendra informé de ce prochain événement. Donc on vous enverra le replay et sans doute aussi du coup la présentation que Justine nous a faite. Voilà, donc merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci à vous aussi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir Justine, merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.